James Gunn, qu'est-ce qu'il fout avec la question du canon dans le MCU? Parce que vous savez que c'est un petit peu compliqué la question de qu'est-ce qui appartient à ce nouveau DCU, à ce nouvel univers qu'il est en train de lancer, et qu'est-ce qui appartient au passé, qu'est-ce qui était en fait dans la version de Snyder, etc. Un peu cette sorte de guerre, pas entre les personnes, parce que visiblement du coup James Gunn et Zack Snyder s'apprécient énormément, mais cette guerre vraiment entre de vision finalement artistique qui est là en train d'être faite, sachant que James Gunn, lui, il a commencé en partie dans le DC EU, donc la version de Snyder, je dis porté par Snyder, il n'y a pas que ça hein, évidemment, mais qui est porté majoritairement par Snyder, c'est la vision qu'avait voulu Snyder, il a réalisé 3 films dans le lot, etc., donc c'est quand même une grosse partie, il a choisi certains des réals qui allaient bosser sur certains autres films, tout ça, donc c'est quand même en partie sa vision. Je crois qu'il y avait un autre producteur également qui était avec lui, qui l'aidait dans ses projets. Là, écoute, pareil, c'est James Gunn, mais c'est aussi Peter Safran, qui est aussi son producteur attitré. Et le producteur et comment dire, le mec derrière vraiment derrière vraiment ce projet du DCU avec James Gunn, quoi. Et donc, globalement, cette question du canon qui est extrêmement importante pour les fans visiblement, moi je vous avoue que la question du canon j'en ai absolument rien à foutre, c'est à dire que un film qui est canon dans tel univers machin, je m'en fous, je trouve que ça fait des beaux easter eggs, je trouve que ça fait des beaux petits clins d'œil, mais clairement j'en ai rien à foutre. Mais là c'est une question un petit peu brûlante parce que en fait James Gunn, les gens ont l'impression qu'il fait absolument n'importe quoi. Alors moi je comprends, je vois à peu près pourquoi les gens pensent ça. Mais je me dis, mais en fait, ça me paraît assez clair qu'il en a en fait un peu rien à foutre. Et que voilà. Et en fait, le truc, c'est que là où il est un peu ambivalent, c'est que en gros, il a réalisé du coup The Suicide Squad et Peacemaker saison 1 et 2. Enfin, il a co-créé Peacemaker saison 1 et 2. Et du coup, où est-ce que ça se place par rapport à son DCU? Parce que Peacemaker, ça continue encore, sachant que le DCU est encore un petit peu... sachant que c'est encore en partie dans l'univers du DCEU, donc de la version de Snyder. Où est-ce que ça se place? Et donc il essaye d'y répondre un petit peu et il dit presque toute la saison 1 de Peacemaker est canon, mais la saison 2 expliquera ce qu'il est ou ce qu'il l'est pas. Et en fait c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que il y a quand même cette vision où qu'est-ce qui n'est pas canon, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça. Et en fait le truc c'est que apparemment dans la suite de ce qu'on verra du coup, alors je sais pas quand est-ce qu'elle sort la saison 2 de Peacemaker, j'en ai absolument rien à foutre, je vais pas regarder, tout comme j'ai pas regardé la saison 1, apparemment c'est sympa mais voilà, bon, admettez que j'ai du temps pour autre chose que des trucs qui sont sympas mais voilà quoi, genre ça va, c'est pareil pour Créature Commando, apparemment c'est sympa mais voilà, bon, j'en ai rien à foutre, et voilà, mais globalement, du coup il y a ce truc où apparemment ça devrait rabattre les cartes parce que en fait à la fin, moi c'est la scène que j'ai vue, la fin de Peacemaker saison 1, bah en fait il y a l'intervention rapide de la Justice League en partie, avec notamment du coup les persos de The Flash et d'Aquaman qui font un petit caméo, joué du coup cette fois-ci par Ezra Miller et Jason Momoa, sauf que Jason Momoa joue également Lobo dans ce nouveau DCU qui sera introduit du coup dans Supergirl. Donc vous savez, en fait c'est pour ça que les questions de canon ça m'emmerde, c'est que c'est toujours des trucs extrêmement compliqués de savoir, ah oui alors tel film est construit dans tel univers, tel film est en fait construit dans tel machin, tout ça. Moi ça m'emmerde parce que je veux dire, j'en ai rien à foutre de savoir que tel film est dans tel univers. Ce que j'ai à foutre c'est de savoir que le film est bien ou pas, et c'est tout. Je veux dire, au bout d'un moment chaque film est censé quand même réintroduire ses personnages en partie, une suite est censée réintroduire ses personnages en partie, mais aussi le dernier film d'une saga, typiquement Doomsday. Je pense qu'on va en parler un petit peu là en parlant des 4 fantastiques, mais Doomsday, il y a quand même ce côté où c'est un film qui est censé être assez réintroduire en partie au moins ces personnages, parce que ne serait-ce que ça fait longtemps, ne serait-ce que tu t'enchaînes pas Doomsday avec les autres films puisque tu vas le voir en salle après tous les autres, et au bout d'un moment c'est censé quand même réintroduire tout ça, donc réintroduire toute cette notion de qu'est-ce qui était canon, qu'est-ce qui était pas canon. En fait c'est introduit dans le film directement, c'est pour ça que moi j'en ai un peu rien à foutre de savoir qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui est pas canon, d'après les déclarations de quelqu'un en le disant sur un tweet ou dans une interview, etc. J'en ai rien à foutre de tout ça.
moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est canon, c'est ce qu'il y a dans le film, c'est ce qu'il n'y a pas dans le film. C'est-à-dire que une déclaration a posteriori de dire alors ça c'est canon, ça c'est pas canon, pour moi ça a vertu, c'est un chèque en blanc quoi, vraiment je m'en fous. Typiquement moi je me souviens, c'était un gros débat également en ligne autour de Metal Gear Rising. Est-ce que Metal Gear Rising Revengeance, donc qui est produit en partie par Kojima, mais Kojima a toujours dit en fait c'est pas tout à fait canon tout ça, est-ce que c'est canon? Pour moi je m'en fous, et pour moi je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas canon, parce que je veux dire, c'est dans la lignée de Metal Gear Solid 4, et c'est pas parce que c'est pas réalisé par Kojima ou pas écrit par lui ou un truc du genre que ça ne serait pas canon. Donc j'avoue, je comprends absolument pas cette obsession qu'ont les fans de comic books, mais aussi les gamers, pour cette notion de canon. Je trouve que ça a absolument pas de sens, et je trouve que à chaque fois c'est effectivement, comme tu dis Murasuro, à quel moment on parle d'art, à quel moment on parle de la vertu, de la qualité artistique d'une œuvre, de tout ce qu'il y a. Enfin c'est, voilà, et je dis juste Mister HS, le canon pour moi ça tue la créativité, c'est le réalisateur qui doit s'emparer de l'œuvre par l'inverse, et qu'avoir des sagas comme Mad Max ça a quasiment rien à voir entre chaque film, et c'est trop, bah oui bien sûr, et moi je veux dire, j'aime bien en soi le projet de se dire on va faire un univers partagé etc, mais vous savez typiquement il y avait des tentatives que je trouvais assez malines de la part de la Fox pendant un temps avec son univers X-Men, où en fait ils sortaient des films, il y avait certains films qui étaient canon entre guillemets parce que ça se passait dans telle temporalité etc, alors vous pouvez faire des jeux avec vraiment des graphiques etc pour savoir quel film est dans telle temporalité etc, ça j'en ai rien à foutre. C'est toi qui es canon, je peux pas parce que j'ai mon casque. Merci. Mais vous pouvez faire des jeux de quel film est dans telle temporalité, tout ça. Et résultat, Logan, j'en ai rien à foutre de si en fait c'est tel Wolverine de telle timeline, etc. Machin. De toute façon, c'est Wolverine qui fait que traverser les époques, etc. J'en ai rien à foutre de s'il est vraiment mort dans Deadpool 3 ou pas, ou un truc du genre. Je m'en fous. Je trouve ça un peu symboliquement gaze, le fait qu'il revienne dans Deadpool 3, tout ça. Ok. Mais je veux dire, j'en ai rien à foutre de savoir si Deadpool 3 s'appuie sur la temporalité dans laquelle il y avait Logan, dans laquelle il y avait The Wolverine, X-Men Origins Wolverine, tout ça. Est-ce que ça a un sens, tout ça? J'en ai rien à foutre. Je veux dire, je regarde un film, il est beau, il est stylé, il s'appuie sur un personnage qui m'importe et auquel je me suis attaché. Je m'en fous de savoir dans quel canon il est en fait. C'est ça, moi je trouve que les gens en font un max autour du canon d'une œuvre et j'en ai rien à foutre. Je veux dire, là typiquement, en plus je trouve qu'il y a des trucs où ça se voit quand même quand un film est dans tel canon, tel autre canon, etc. C'est que là typiquement il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche dans la tête de James Gunn, ni d'avoir vu tous les films du DCU pour savoir que Black Adam et Shazam 2 ne sont pas canons au DCU quoi, malgré le fait qu'il y ait des apparitions de tels personnages, etc. En fait ce qui me pose problème, c'est que pourquoi ça ne fait que interroger James Gunn là-dessus, alors que, je veux dire, ça n'interroge jamais, typiquement Marvel, en mode, ah mais vous savez, dans Spider-Man No Way Home, il y a J. Jonah Jameson, et en fait, il est joué par J.K. Simmons, comme dans la trilogie de Sam Raimi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire que il est dans la timeline et qu'en fait il a été transporté? Non, on n'a rien à foutre. Je veux dire, juste, tu vois J. Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, tu dis, oh marrant, il est là, voilà. C'est tout. c'est tout. Dans tous les cas, la majorité du public ne va pas suivre ça tant qu'il n'y aura pas marqué un 2 à la fin du titre. Ce qui n'est pas un jugement de valeur, c'est eux qui ont raison. Mais bien sûr. Et c'est vrai que, voilà, il y a ce truc où, effectivement, tu peux être perdu, tu vois. En fait, tu peux être perdu dans les représentations de tel personnage. Je sais qu'il y avait un débat à un moment, c'était entre la sortie c'était X-Men Dark Phoenix et Captain Marvel, où en fait les deux sortaient en même temps, et dans les deux il y avait des personnages basés sur les Skrulls. Sauf que, alors, les Skrulls dans Captain Marvel c'était des gentils parce qu'ils voulaient retourner un petit peu le stigmate de la chose, etc. Et dans X-Men Dark Phoenix c'était des méchants parce que ils ont adapté les comics quoi. Et donc en fait le problème c'est que les deux sortaient en même temps et les deux avaient une représentation très différente de ce qu'étaient ces personnes, de ce qu'était ce peuple dans la saga Marvel. Le truc c'est que ça va, je pense quand même que tu peux voir qu'il y a une différence entre les deux, ne serait-ce que parce que c'est une différence de point de vue, c'est une différence
de représentation, c'est une différence même de à quoi ils ressemblent, etc. Ça me paraît pas non plus impossible. Enfin, je comprends vraiment pas, quoi. Et c'est vrai que Kaji, alors Kaji, je te rejoins, c'est un débat de puceau, désolé de le dire, tout à fait. Mais, mais voilà, mais les gens sont devenus obsédés par les faux raccords, les incohérences scénaristiques, etc. Peut-on leur reprocher? Les studios eux-mêmes sont responsables de toutes ces futilités. Bah oui, en fait. Alors, je te rejoins et en même temps je te rejoins pas, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où effectivement, moi je trouve que les studios sont en partie responsables de ça, de toujours répondre à ce genre de médias-là, de médias de geeks, etc. Ça je sais même pas si du coup c'était donné à Den of Geek, j'imagine que c'est un média geekos un peu à la con, tout ça, je connais pas, je m'en fous, tu vois, enfin ce n'est pas les cahiers du cinéma les gens, c'est voilà. Mais il y a quand même ce truc où... En même temps, les gens se posent des questions, quoi. En même temps, les gens se posent des questions et en fait, c'est un peu le fou la poule. Est-ce que c'est en donnant... Vous savez, c'est un peu comme ce débat que j'avais eu autour des interviews de cinéma et est-ce qu'il faut répondre à telle interview, tout ça, machin, est-ce qu'il faut répondre à telle question. C'est qu'en même temps, il y a quand même ce truc où... comment est-ce que tu parles de ça? Comment est-ce que tu en parles à tel média? Est-ce que telle déclaration tu vas pas revenir dessus? Est-ce qu'il y aura pas des retcons également? Ça arrange les studios et les youtubeurs, bad buzz is buzz. Tant que tu en parles, tu continues de perpétrer le sujet et que les gens continuent d'aller voir les films. Mais oui, voilà, enfin, globalement, effectivement, déjà débat de fac, hein, ça c'est sûr et certain. Ils n'avaient pas à parler d'un retour d'un arc X-Men, c'est peut-être ce truc qui me fera retourner. Oui, prochain film X-Men qui sera réalisé du coup par Jason Schreier, on va en parler après, avec le futur du coup du MCU. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même ce truc où, enfin moi la notion de canon, moi elle me sort par les trous de nez de plus en plus. Et je sais que voilà, c'est pas la seule déclaration de James Gunn autour du canon, déjà autour de tout ça. Et à chaque fois t'as l'impression qu'il s'entremêle un petit peu les pinceaux. Et c'est pour ça que moi, je veux dire, au bout d'un moment, le film il est là, il est ancré dans la réalité. Si vous n'êtes pas d'accord avec le message du film, n'allez pas chercher des interviews du réalisateur qui va dire un tel, etc. Non, les interviews du réalisateur, elles existent évidemment, elles sont là, elles peuvent clarifier quelque chose. Mais moi, vous savez, je suis de l'école Roland Barthes et une œuvre est plus importante que ce qu'on dit son auteur et que l'interprétation qu'en dit son auteur. Ça, c'est Roland Barthes qui disait dans La mort de l'auteur. Alors, je le reconfigure un petit peu, voilà, c'est pas exactement les mots qu'il a choisi, tout ça, mais il y a quand même ce truc où effectivement une œuvre elle est ancrée dans le marbre et elle est figée dans le temps. Il y aura pas de truc où ça va revenir, où tu vas en redire des choses, etc. Non, une œuvre elle est figée, elle est définitive. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de... à la limite, il y a des autres versions, ça c'est possible. Il y a la version de Zack Snyder, Justice League, tout ça. Mais je veux dire, au bout d'un moment, moi, vous savez, en ce moment, là, je suis dans un arc où parfois, le soir, je regarde un peu comment ça s'est... Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce DC EU, donc de DC Extended Universe, la version de Snyder. Et je me dis, qu'est-ce qui a merdé à un moment? Alors évidemment, il y a eu le décès assez tragique de sa fille qui a fait que, en fait, il a dû se retirer, Snyder, pendant un temps et laisser les commandes à d'autres personnes et qui, en fait, n'avaient pas compris sa vision, ça ok. Mais il y a quand même ce truc où effectivement, enfin, ce que je vois aussi dans comment ça a merdé, c'est que, en fait, globalement, chaque acteur et chaque personnalité impliquée autour du projet avait des visions extrêmement différentes de ce qu'ils voulaient faire. Et typiquement, il y avait des fois où on considérait, les gens sur internet considéraient comme canon. Encore une fois cette notion de canon, bref voilà, mais les gens considéraient comme canon et donc comme légitime, parce que c'est aussi une affaire de légitimité, hein, cette question de canon, c'est de dire ce truc de canon il est incroyable, enfin voilà, mais il y a quand même ce truc où les gens considéraient comme canon des déclarations d'acteurs qui disaient, typiquement c'était Jason Momoa, donc l'acteur de Aquaman, qui disait alors en fait le premier Aquaman c'est avant la Justice League et le deuxième c'est après la Justice League, mais celle de Zack Snyder, pas celle de Joss Whedon que je déteste, etc. Au bout d'un moment, cette notion-là, elle est absolument dégueulasse et effectivement, ça perd les spectateurs, quoi, parce que le spectateur, il est allé voir le film Justice League en salle de Joss Whedon, il est peut-être même pas au courant que Zack Snyder existe, et ça devient des guerres de chapelle entre des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, globalement, et ça fait quelque chose d'absolument horrible. Ça fait que ça délie, si vous voulez, moi ce que je déteste avec cette notion de canon, c'est que ça délie une partie de comment ça parle des choses finalement, de comment on parle des choses entre nous. C'est-à-dire que parce qu'on a vu telle version et qu'on considère telle version comme canon dans notre tête, etc., on va parler à quelqu'un d'autre qui ne considérera pas ça comme canon, et donc c'est des dialogues de sourds tout le temps, ce qui fait que cette notion-là, enfin c'est vraiment une notion de geekos
à la con et qui, moi, m'exaspère de plus en plus. Mais j'aime bien par contre comment James Gunn en parle un petit peu. C'est de dire on peut considérer les anciens trucs comme des souvenirs vagues de choses qu'on peut arriver, y compris le tout premier Suicide Squad. Et moi je vois à peu près ce truc de comment tu considères le canon, comment tu considères pareil les recasts par exemple de personnages, etc. C'est que tu dis mais en fait c'est des souvenirs vagues. C'est-à-dire que les films ne sont que des souvenirs vagues des choses. Les films ne sont que des trucs où typiquement moi je sais que c'était quelque chose que j'avais bien aimé. Autour de salut Kara, mais c'était quelque chose que j'avais bien aimé autour de Superman Return, c'était de dire bah en fait c'est dans la lignée du 1 et du 2 et globalement voilà, c'est à dire qu'on oublie le 3 et le 4 parce qu'on s'en fout et parce que de toute manière le public s'en fout un petit peu. Superman Return c'est vraiment dans la lignée du 1 et du 2. Tu n'as pas besoin de savoir ça avant de voir le film, mais tu le ressens en fait quand tu le regardes. Quand tu le regardes, tu sens que c'est dans la lignée du 1 et du 2. Alors moi je sais que j'aime beaucoup Superman Return, je le défendrai, hein, mine de rien. Mais il y a quand même ce truc où tu le ressens véritablement quoi. Il y a ça rien que pour le langage du cinéma. Alors bon, oui voilà, c'est ça. C'est ça. Donc globalement, faites les films que vous aimez faire. Arrêtez de vous focaliser sur ce côté. Alors, c'est que dans tel multivers, c'est dans tel truc, etc. C'est dans tel aspect, c'est dans telle temporalité, tout ça. Moi, je sais que c'est ce qui m'a un peu exaspéré devant les 4 Fantastiques, j'en parlerai après, mais c'est ce truc de vouloir absolument dire attention, hein, c'est dans telle terre, hein, c'est ici, hein, c'est pas ailleurs, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, les gens le savent quand même que ils seront placés, ils seront pas être cons, que c'est dans une autre temporalité, etc. C'est bon. Il n'y a pas besoin de dire que là, on est dans une autre temporalité, on est ailleurs, tout ça. Il n'y a pas besoin de dire que le The Batman de Matt Reeves, c'est un autre Batman que le Batman de Nolan. Les gens sont conscients de ça. Tout comme il n'y a pas besoin de dire que le The Batman de Reeves, c'est pas le même que celui de Keaton, c'est pas le même que celui de chez Snyder, etc. C'est aussi ce truc où, juste... T'as besoin vraiment de te dire bah oui effectivement tu le vois au terme de ton, tu le vois en termes de ce qui se passe dans l'intrigue, tu le vois en termes de plein de trucs, ça te réintroduit le personnage donc tu te doutes que c'est autre chose. Enfin voilà quoi, aucun des mots prononcés depuis tout à l'heure, on est dans la Bible, tout à fait. C'est un peu ça finalement le vrai problème, c'est qu'au bout d'un moment il faudrait un peu plus de spiritualité. Non mais oui, mais c'est quelque part un petit peu ça. Tu sais, tu fais la blague là-dessus, aucun des mots prononcés depuis tout à l'heure on est dans la Bible. Mais le terme de canon, la notion de canon, ça vient à la base de la Bible, c'est-à-dire que c'est le canon biblique, donc c'est quelque chose d'extrêmement sacré, le canon, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement sacré, c'est pour ça que ça a autant d'importance, particulièrement dans les milieux geeks aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement sacré, d'extrêmement vu comme légitime, vu comme important, vu comme la fondation de toute chose, c'est de dire le canon biblique dit ça, et comment on interprète les textes, etc. Et je veux dire, c'est tout à fait pertinent comme remarque. Les studios prennent des gens pour les cons et à force, ils leur donnent des attentes de cons, mais bien sûr. S'il y a bien un truc à pas reprocher des Batman de Nolan, c'est bien ça de vouloir s'en foutre du DCU et de faire des films. Oui, bien sûr. Oui, ça vient de là, les gens. Hein. Ça vient du canon biblique. C'est ce truc très. Oui, voilà. Le livre pour retenir le canon d'une Bible, d'une série, ça s'appelle une Bible. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, enfin moi, c'est vrai que le cadavre escape, tu soulignes un bon truc, c'est qu'il y a quand même ce truc où Nintendo à un moment a été forcé de faire une chronologie des Zelda. Alors la vérité, je pense aussi qu'ils ont fait cette chronologie-là pour pouvoir vendre Skyward Sword en disant « Regardez, on a fait cette timeline-là qui n'a absolument aucun sens parce qu'en fait on s'en fout. » Et pour dire « Bah regardez !» c'est en fait finalement tel aspect, c'est selon, parce que quand même cette histoire de timeline Zelda, c'est quand même une dinguerie, je pense qu'on ne s'en remettra pas, c'est de se dire en fait il y a tel, et en plus c'est revenu, bref, en fait comment on peut vendre Skyward Sword, bah on va dire en fait c'est la base de tous les mythes de Zelda, de tous les mythes qu'il y a autour. La vérité, j'en ai rien à foutre de savoir que après Link to the Past, il y a Link's Awakening. Déjà, ça a pas de sens. Je veux dire, moi, je joue à Tears of the Kingdom, qui d'ailleurs, du coup, là où je trouve que ça a pas de sens et là où je trouve que c'est complètement con, c'est que après, il y a eu Breath of the Wild et comme ils ont pas su le placer, parce qu'en fait, ils ont mélangé plein d'aspects de Zelda, bah globalement, ils ont dit, bah en fait, c'est ailleurs. Genre voilà, il y en a rien à foutre, c'est juste des mythes, des trucs mythologiques qui se partagent de bout en bout, et puis voilà quoi. Et globalement, enfin c'est, oui voilà, ils ont balancé ça en 2011,
Après, ils ont essayé vite fait de le rattacher parce qu'il y a eu Link Between Worlds, Triforce Heroes, tout ça qui se passait dans la même veine. Ça, ok. Le fait qu'il y ait des jeux qui se passent dans la même veine, évidemment. Merci Ambroise pour ton sub, merci beaucoup. Mais le fait qu'il y ait des films qui se passent dans la même veine, ça je comprends, évidemment, c'est tout à fait légitime. Mais je veux dire, le public n'est pas con. Le public n'est pas con. C'est vraiment ce truc-là où les gens, il faut qu'ils soient attentifs à ça quand ils font des histoires, quand ils font des intrigues entremêlées, etc. C'est que le public n'est vraiment pas con. Ils se disent, oui, bah ça c'est dans Terre 8, etc. Non, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Après, Imo, les studios se font masse thune en faisant de la merde, soyez plus exigeants, n'y allez plus, et ils feront autre chose, tout à fait. Tout à fait, mais là, la vérité, c'est qu'ils l'ont fait pour pouvoir vendre Skyward Sword en disant, regardez, on a sorti un gros livre, je crois qu'en plus, ils ont sorti un énorme livre pour dire, regardez le canon de Skyward Sword, je sais plus si c'était avant ou après la sortie, regardez le canon, la timeline sacrée, etc. Parce que c'est aussi ça, ça devient une sorte de timeline sacrée, la sainte timeline de Zelda, ce qui rejoint le côté biblique, hein, évidemment, du côté canon de la chose. Mais c'est sûr que je veux dire, le public n'est pas con de savoir que Majora's Mask c'est après Ocarina of Time. C'est juste ça, quoi. C'est tout à fait normal. Et après, le reste, c'est des légendes, c'est des trucs qui auraient pu arriver. Et puis voilà, quoi. C'est quand même. C'est débile, quoi. Le canon des films de Noé, ça c'est intéressant, oui. C'est sûr. Surtout que personne ne demande à avoir de la cohérence entre des opus, à part les bandeurs de cohérence ultime. Les standalone sont souvent les plus réussis, vu qu'il n'y a pas besoin d'expliquer l'univers. Mais bien sûr, enfin, ça rejoint ce que je disais sur Logan, sur The Batman, sur plein de trucs comme ça. C'est-à-dire que The Batman, il y a son petit univers avec The Penguin, avec The Batman Partie 2 qui va arriver. Mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. On s'en fout. Et globalement, enfin, c'est au pire idée de dingue, on met des numéros après le nom d'un film pour clarifier la chronologie, bien sûr. Mais en même temps, parfois, t'as juste envie de faire des pas de côté et de te dire, bah en fait, je fais autre chose. Et moi, je sais que là, Nintendo, typiquement, ils sont un peu. Enfin, c'est pas qu'ils sont dans la panade, c'est que en gros, ils ont sorti Donkey Kong Bonanza et que, en fait, c'est censé être un prequel, sauf que. Enfin, c'est pas censé être un prequel, mais en fait, il y a Pauline jeune à l'intérieur, sauf que Pauline, c'est la meuf qu'on est censé secourir dans le premier Donkey Kong, sauf qu'en fait ils ont toujours dit que le premier Donkey Kong en fait c'était Cranky Kong, sauf qu'en fait il y a quand même Cranky Kong dans Bonanza, donc où est-ce que ça se place en fait? Enfin bref, que des trucs comme ça, où en fait du coup ça a pas de sens. Moi le truc, je m'en branle, je m'en branle parce que j'aime bien voir j'aime bien voir ce qui se passe dans l'histoire, ce qui se passe dans l'intrigue. Et c'est tout, quoi. Et la dynamique entre les personnages, et j'aime bien le gameplay, évidemment. Je veux dire, j'en ai absolument rien à foutre du scénario d'un jeu Donkey Kong, évidemment, hein, bien sûr. Mais j'aime bien voir quand même ces dynamiques de personnages qu'il y a. Et là, ce que je vois, c'est qu'ils ont voulu construire une sorte de dynamique un peu comme je sais pas, comme Boo et Sully dans Monstres et compagnie, les trucs du genre. Et c'est juste un truc qui est marrant comme ça. Et voilà. Savez-vous, tous les films de Quentin Tarantino se dérouleraient en fait tous dans le même univers. Mais vous savez, voilà, moi à la limite, cette notion de canon, là où je la respecte un petit peu, c'est quand ça fait ce genre de théorie un peu à la con, un peu bizarre, pour faire des trucs. Typiquement, moi j'étais un obsédé par la théorie Pixar là, la Pixar théorie là, machin. Vous avez vu cette théorie là, qui était absolument incroyable, qui a donné du coup des livres absolument horribles, désastreux. Et je veux dire, au bout d'un moment, quand les films ne colle pas dans l'intrigue, ils disent ah bah ça c'est dans le monde spirituel. C'est vraiment ultra pratique, hein, bien sûr. Mais je veux dire, la théorie Pixar, moi je sais qu'il y avait un site là-dessus, Pixar théorie machin, où ça détaillait la chose. Et ça, je veux dire, c'est rigolo. C'est rigolo, tu regardes le truc, tu vois un petit peu comment ça a été fait, etc. Et je veux dire, voilà, c'est drôle. Mais au bout d'un moment, est-ce que c'est si important? Oui, bah visiblement, en fait, le mec qui avait établi la première fois la théorie, visiblement, a fait un bouquin sur ça. Bon, écoutez, il fait sa vie, hein, j'ai envie de dire. Mais je veux dire, c'est rigolo comme truc. En plus, ça parle. En fait, moi, ce que j'aime bien dans cette théorie, c'est que ça parle du cœur des Pixar, c'est-à-dire cette notion d'émotion et cette notion de qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est mort, etc. Ça, j'aime bien. Il y a un côté un peu rigolo. En plus, il y a un côté post-apo par moment. Mais voilà, mais en fait, à chaque fois, c'est juste basé sur des easter eggs un peu étranges qu'il y a dans certains trucs. Typiquement, là, il y a des bails avec by and large qui sont à la fois dans Toy Story et dans Wall-E, tout ça. La vérité, c'est que c'est juste des assets qui sont ultra pratiques, qui sont copiés à chaque fois. On s'en branle. Voilà, c'est vraiment, on s'en branle. Mais globalement, c'est rigolo parce que ça s'appuie sur des easter eggs en plus. Moi, j'adore les easter eggs, j'adore tout ça. Mais
J'adore regarder des vidéos avec des trucs d'easter egg, etc. Enfin voilà. Mais il y a quand même ce truc où, au bout d'un moment, si vous basez votre vie sur le fait qu'il y ait telle théorie, etc., heureusement que cette théorie-là n'a pas été affirmée par Pixar. Je crois qu'ils ont toujours été assez évasifs en mode « Ah, c'est rigolo voilà. Mais voilà, quoi. C'est quand même ce truc où juste, c'est rigolo, quoi. C'est juste rigolo. C'est juste rigolo. C'est comme la théorie sur Star Wars, le prequel des autres. Mais oui, enfin, ça a pas de sens, quoi. Ça a pas de sens de vouloir tout interconnecter, tout rassembler, etc. Encore une fois, voilà, c'est rigolo que ça soit le même endroit entre Mille et une pattes et Monstres et compagnie. Ça, ok, c'est drôle. Et c'est drôle que, en fait, il y ait le truc de Sully dans Rebelle, etc. Et est-ce que ça le relierait avec Boo dans Monstres et compagnie, tout ça? On s'en fout. Je veux dire, voilà, on s'en fout. Et c'est juste ça, c'est juste rigolo. Et la théorie, elle avait fait son petit buzz, hein, évidemment. Mais je veux dire, c'est juste un truc rigolo. Donc cette notion de canon-là, c'est des trucs rigolos quand vous faites des théories. Mais globalement, arrêtez d'impliquer les créatifs là-dedans. Arrêtez de demander des comptes aux créatifs. Arrêtez de machin. Et après, je peux comprendre la frustration de certains face au phénomène du on fait une suite au 1, mais le 3 et le 4, on le skip. Genre le projet avorté de Alien par Blomkamp. C'est un peu dommage de voir des idées qu'ils n'auront jamais de film. Bah, en fait, c'est pas nécessairement ça. C'est-à-dire que moi, l'idée de se dire, typiquement ce que je mentionnais sur Superman Returns, en mode, bah, c'est la suite du 1 et du 2, mais pas du 3 et du 4. Bah, en fait, c'est un truc qui est dans l'esprit de la chose. Je comprends à peu près. Mais après, le concept d'un alien en soi, c'est pas non plus. C'est pas non plus de la maths, des maths très avancées, quoi. Donc ça va. Ah mais oui, cette théorie-là, elle date, bien sûr. En tout cas, voilà, James Gunn, bon, il multiplie un petit peu les déclarations catastrophiques au bout d'un moment, juste qu'il arrête de parler. Pareil, alors, je sais qu'il y avait aussi ce débat-là autour de ses déclarations par rapport à la Palestine. Attention les gens, il peut pas tout dire. C'est un peu ça le problème. Il peut pas tout dire. Et au bout d'un moment, c'est pareil, hein, c'est pareil pour ça. Hein. Laissez les films parler pour eux-mêmes. Laissez les films parler pour eux-mêmes. Les films diront ce qu'ils ont à dire. Je sais qu'il y a aussi un débat en ce moment par rapport à ça, par rapport à la représentation de la Palestine, sur le côté, il y a des gens qui ont vu le film et qui ont dit « Oh mais vous l'avez vendu comme le plus grand film, le plus politique du monde, etc. » Bon, évidemment, il y a des gens qui ont forcé à dire que c'était le film vraiment le plus antisioniste qu'ils avaient vu de leur vie, etc. Ça, bien sûr, je pense qu'on peut être d'accord. Mais bah, y a quand même ce truc où c'est quand même un film qui est un peu plus anti-américain, anti-guerre, etc. que d'autres films sortis, ne serait-ce que sortis la même année avec Captain America 4, quoi. Donc il y a quand même ce truc-là. Après, évidemment, c'est pas le plus grand film anti-politique de tous les temps, etc., anti-Israël, ce que vous voulez. Mais il y a quand même ce truc où si vous y allez en vous attendant à ça, bon, vous êtes un petit peu bête. Ça reste quand même un film américain et puis basta, quoi. Mais c'est drôle à voir, bien sûr. C'est drôle à voir. Et en même temps, bah voilà, les déclarations de James Gunn qui disent « Ah, je sais qu'il y a un sentiment anti-américain en ce moment. » Oui, bon, tu n'y es pour rien, bien sûr, mais mais je veux dire, oui, bah, c'est drôle, quoi. C'est drôle à voir. Ça, c'est des déclarations un peu à la con. Bon, voilà.